Alors au départ, je pense que ça se voit, mais j'ai des origines asiatiques et donc cambodgiennes. Mes parents sont nés au Cambodge et ils sont arrivés en France en 1973. Soit 2 ans avant les Khmers rouges, je venais pour faire leurs études et comme tous les gens qui sont partis à cette époque-là, ils ne sont plus jamais revenus. Donc ils ont fondé ils ont commencé une nouvelle vie en France et donc moi je suis né en France et j'étais jamais allé au Cambodge avant très longtemps. Et le Cambodge même ne représentait pas grand-chose pour moi, c'était très flou, un peu tabou et donc voilà, j'ai eu ma vie en France. Et puis là j'ai commencé à faire des films en France et je me suis rappelé qu'il y avait une histoire dans ma famille, mais bon j'avais jamais trop creusé, qui était que mon grand-père, que j'ai jamais connu, qui est mort avant ma naissance, était dans le cinéma au Cambodge. Et un jour j'ai posé la question plus directement à ma tante et elle m'a raconté comment il était un grand producteur de cinéma au Cambodge. Et tout d'un coup j'ai eu plein d'éléments biographiques à propos de sa vie, de comment ça a été très populaire, les films qu'il a fait. Il avait un studio, il avait un cinéma à Phnom Penh, il avait produit beaucoup de films, il avait révélé pas mal d'acteurs. Et très vite, en fait, ma tante m'a raconté l'histoire du cinéma cambodgien de cette époque-là, donc les années 60 et 70, de manière générale. Et donc, c'est une histoire incroyable et que j'avais jamais entendue sur comment un pays a commencé à faire des films très tard. Parce que le premier film cambodgien, c'est normalement aux alentours de 1960. Et qu'à partir de cet éveil tardif de l'industrie cinématographique, ça a complètement explosé. Et en 15 ans, ils ont produit 400 films. Donc voilà, à partir de rien quoi. Donc l'histoire était assez hallucinante et c'est en entendant pour la première fois cette histoire que je me suis dit ouais, c'est évident il faudrait faire un film un jour. À l'époque j'étais pas encore allé au Cambodge. J'ai gardé l'idée en tête et en 2009 j'ai décidé de m'installer au Cambodge. J'y ai passé 1 an, on a créé une société de production avec 2 associés, Jackie Goldberg et Sylvain de Couvlar, et finalement on a tourné le film. Donc voilà comment, tout l'historique du film. Au début, le sujet était tellement vaste, avec tout à faire aussi, puisqu'il n'y avait pas de film qui avait exploré le sujet, peu de documentation, il y avait 1000 films possibles. Et dans ces 1000 films possibles, il fallait en choisir un. Et c'est évident qu'il y avait 2 grandes tentations, qui étaient d'un côté le film historique, parce qu'encore une fois, on a envie de répondre à certaines questions, mais quand on commence à vouloir répondre à certaines questions, on a envie de répondre à toutes les questions, parce qu'en fait, encore une fois, on n'a jamais fini en fait. Et cette tentation de l'exhaustivité, très vite, j'ai compris, pas très vite justement, il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il fallait m'en défaire en fait, et que si j'essayais de répondre à toutes ces questions et que j'étais taraudé par la tentation de l'exhaustivité, ce qui veut dire en fait n'oublier personne, parler vraiment de tous les acteurs importants, n'oublier surtout pas tel ou tel réalisateur, tel ou tel film, me poser vraiment la question de quels étaient les films les plus importants à l'époque, quelle était vraiment la qualité du cinéma cambodgien. Ça devenait absolument l'enfer et ça aurait été peut-être un film intéressant mais très loin de ce que nous on voulait explorer qui était une vérité du sentiment, j'aurais tendance à dire. Ça veut dire réveiller le souvenir de ces films-là dans le présent pour le spectateur d'aujourd'hui, cambodgien ou pas cambodgien, et ça voulait dire donc parier plus sur le sentiment plutôt que sur la vérité historique. Et le deuxième film qu'on a choisi de pas faire, c'était aussi le film La quête personnelle, parce qu'évidemment, comme je disais au départ, c'était quand même une histoire personnelle, c'était mon grand-père. Et donc c'est vrai qu'au départ, même à l'écriture, je me disais oui, c'est un film où je vais sur les traces de mon grand-père, une espèce d'enquête. Voilà, et très vite ça nous a semblé aussi peu pertinent parce que il y avait tellement à dire quelque part et c'était tout un continent comme ça et tout que ça... Et peut-être encore une fois avec cette tentation et cette tension du présent, cette volonté d'être dans le présent, je voulais faire parler les survivants aussi pour montrer ce qui a survécu. Mais ça a vraiment dépendu. Je dirais par exemple la comédienne d'Issavet ou le cinéaste Lee Bunim, celui qui fait des effets spéciaux et tout ça. Eux ils étaient tout de suite partants et ça se voit dans le film que notamment le cinéaste un peu fantasque, il suffit de lui demander de raconter un film et il va plus s'arrêter et il pourra le faire éternellement. Mais j'ai eu plus de difficultés par exemple avec les 2 autres cinéastes. Il y avait Yvon Hem, le cinéaste qui parle sur son lit, il parle à ses enfants. Et lui, c'est vrai qu'il y avait un certain blocage parfois où je venais le voir avec des éléments, des nouveaux posters de ses films que j'avais retrouvés et qu'il n'avait pas. Et il semblait parfois un peu indifférent, il disait ouais c'est le passé, pourquoi tu me parles tout le temps du passé, et pour moi ça me semblait absolument... il y avait un truc très étrange et petit à petit j'ai compris en fait tout simplement qu'il a perdu toute sa famille pendant les Khmers rouges, sa femme et ses 4 enfants,
Et après les Khmers rouges, il a fondé une nouvelle famille avec qui il vit aujourd'hui. Et donc lui parler de ses films des années 60, pour lui c'est intrinsèquement lié au souvenir de cette famille perdue. Donc c'était évidemment ça qu'on déterrait ce que je pensais être juste une page dorée de son existence, c'est aussi déterrer le souvenir de sa destruction. Les films c'est une chose, mais sa famille c'était une autre. Donc il a fallu du temps. Mais avec la patience, tout arrive et lui à la fin a accepté de se livrer, de raconter notamment cette époque-là, les films, mais aussi la perte de sa famille pendant le régime. Et j'ai senti qu'après, lui en avait vraiment besoin en fait, et c'est lui qui a pris les devants et il a tout organisé, et c'est lui qui a presque mis en scène sa propre partie, puisqu'il a dit j'aimerais parler à mes enfants. Et donc j'aimerais faire ce truc presque solennel de raconter comme ça, voilà, une partie de mon passé face à mes enfants. Et donc c'est lui après donc il fallait juste le temps en fait. Et pour le dernier cinéaste, Ilius Ring, celui qui raconte à la fin du film combien il devient un chauffeur de taxi en France. Lui était toujours très enthousiaste à me parler de ses films, il était hyper content. Et quand j'ai commencé à dire on va faire un film, j'ai senti qu'il se bloquait un peu, qu'il me disait t'es sûr et il était hyper mal à l'aise. Et quand on a fait les premiers essais avec la caméra et tout, vraiment c'était hyper dur. Et là il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passait et de comprendre qu'à la fin, son drame c'était que c'est celui qui a perdu absolument tous ses films. Il a fait je pense 18 à 20 films à l'époque et il a absolument tout perdu, il n'a aucune trace d'aucun de ses films. Il a vécu ensuite la plupart de son temps en France et en Belgique et il est retourné au Cambodge qu'il y a 4 ans uniquement. Ce qui fait qu'en fait, quand il retourne au Cambodge, il est absolument anonyme, contrairement aux autres qui sont encore un peu des figures publiques, médiatiques. Lui, tout le monde l'a oublié, et quand il était en France ou en Belgique, évidemment, il disait à personne qu'il était un ancien cinéaste. Et donc du coup, il y a un moment où il y a eu un tel trou, et un tel traumatisme, et un tel presque déni, qu'il me disait, en fait, j'ai peur que les gens ne me croient pas, puisque j'ai plus mes films pour témoigner de mon existence de réalisateur dans le passé. J'ai peur que les gens disent c'est un menteur. Moi j'étais complètement halluciné parce qu'évidemment j'aurais jamais soupçonné le fait qu'il puisse mentir. Mais ça montre bien du coup la force du trauma et le poids des choses. Et de la même façon, il a fini par accepter, mais quand il a accepté de parler, il s'est vraiment passé quelque chose et je pense qu'on le voit un peu à la fin du film parce que pour lui carrément c'est vraiment genre la première, c'est l'heure de l'aveu parce que c'est la première fois qu'il sort l'histoire et il la sort comme ça sans plus s'arrêter et il y a un truc de vraie catharsis pour lui donc voilà. Au début quand je suis arrivé au Cambodge, évidemment j'avais qu'une seule idée en tête, c'était on va essayer de retrouver des films. Et donc j'allais un peu partout, dans les marchés, dans les archives nationales, la bibliothèque nationale du Cambodge, au centre Bopana qui est le centre d'archives qu'a créé Ritipan il y a quelques années. Et j'arrivais pas à trouver des films des années 60, impossible. Et on me disait tu trouveras jamais de copies, c'est vrai qu'il y avait des VHS qui étaient là avant, mais là personne ne les regarde et tout, donc il n'y a plus rien. Et je trouve absolument rien. Et j'avais essayé d'aller chercher aussi au quartier chinois à Paris. Et c'était impossible de trouver quoi que ce soit aussi. Et donc du coup j'ai été confronté à cette absence de films, mais il fallait trouver qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Et donc c'est après quand j'y suis passé un peu plus de temps que j'ai découvert qu'il existait une trentaine de films sur les 400 produits en 15 ans qui avaient survécu, pas les bobines originales, mais je ne sais pas exactement comment ça s'est produit comme ça, mais une trentaine de films étaient vendus en format VHS, souvent en Californie, en fait, dans les communautés cambodgiennes à côté de Los Angeles, à Paris dans le 13e également et un peu au Cambodge. Et des collectionneurs, donc des fans de cinéma cambodgien qui étaient adolescents à l'époque et qui ont toujours gardé cette passion, les ont collectionnés et les ont mis sur internet et il y avait un site où on pouvait voir sur YouTube en petite partie comme ça ces films-là qui étaient vraiment en qualité très 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 mauvaise parce que c'est des mauvaises VHS ensuite transformées en VCD, donc on voyait aussi bien les pixels que les stries VHS vidéo et tout ça et la surexposition de la pellicule qui avait été mal conservée, mais il y avait quand même ce truc là, donc 30 films accessibles et donc c'est posé la question pour nous, très importante, de savoir si on utilisait ces archives ou pas dans le film. Et après une longue réflexion, on a décidé de ne pas les utiliser. Il y avait deux raisons à cela. La première, c'était pour être fidèle en fait à la situation du Cambodge, telle que je l'ai décrite au début. Ça veut dire qu'en fait les films n'étaient pas vus. Donc effectivement, on s'est rendu compte après qu'il y avait des films qui avaient survécu, mais ils étaient en fait accessibles juste à une poignée d'une petite communauté qui s'échangeait les films sur internet. Mais en fait, le Cambodgien lambda, aussi bien de l'ancienne génération que de la nouvelle, n'a pas vu les films depuis 40 ans, on ne les a jamais vus.
Donc il y avait cette absence comme ça physique de film, et ne pas montrer les films, c'était aussi la possibilité pour nous d'explorer justement cette question de la survie des films dans le présent, et de voir comment ils irriguent quand même le présent d'une manière ou d'une autre, de manière différente. Et la deuxième raison pour laquelle on a décidé finalement de ne pas utiliser les archives, c'est quelque part, je dirais, pour redonner de la valeur en fait aux images. C'est-à-dire que le film va s'adresser la plupart du temps à des gens qui n'ont jamais entendu parler du cinéma cambodgien, et à une époque où on vit, je dirais, absolument saturé d'images, avec un accès aux images, aux vidéos, à tous les régimes d'images qui est absolument immédiat. En 2 coups de clic, je peux aller voir n'importe quelle vieille vidéo qui aurait avant été un trésor. Dans cette espèce de régime de consommation généralisée des images, et du coup avec cette idée de la gratuité, montrer les images trop rapidement dans le film à des gens qui n'ont jamais entendu parler du cinéma cambodgien des années 60, ce qui veut dire en fait la plupart des gens, ça aurait été les montrer sans que les gens puissent vraiment les voir, ou au moins les apprécier, ou au moins y voir de la valeur, et donc être encore une image fast-food aussitôt ingurgitée, aussitôt recrachée. Et ça aurait été pour moi l'horreur absolue, puisque c'était absolument contradictoire avec l'objet réel du film, son ambition, qui était de redonner leur valeur à des images qui ont perdu, qui l'ont perdu, et redonner de la place à des images qui en avaient une et qui l'ont perdu. Et donc du coup, toute la question était de comment créer un désir de voir ces images-là, désir qui n'existait pas avant la vision du film, et ça passait par la frustration, par tourner autour de ces images, essayer de les faire advenir dans l'imagination du spectateur par différents biais, pour à la fin, éventuellement les montrer. Donc, oui, ça s'est construit au fur et à mesure, et c'était en fait c'était lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'absence en fait, et à partir du moment où on choisit de ne pas montrer les films, de toute façon il n'y en avait pas beaucoup à montrer, et qu'on est confronté à cette situation de fait qui avait peu d'éléments, et qu'ensuite de notre côté on avait cette conviction qu'il fallait rester dans le présent. La question après qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on filme du coup, et ce qu'on a décidé de filmer, c'était les lieux du passé transformés aujourd'hui, mais aussi tout simplement les lieux communs du Cambodge, parce que c'est une façon de montrer la transformation tout simplement de ce pays qui était une ville de cinéma avant, 30 cinémas dans une petite ville comme Phnom Penh. Ça voulait vraiment dire que les habitants vivaient avec le cinéma, alors qu'aujourd'hui c'était complètement détruit, et donc juste filmer la ville, c'était déjà faire un raccord avec le passé. Mais à partir de là, il y avait cette idée de construire la mise en scène et les plans comme de la fiction, pour justement soulever l'imagination du spectateur en fait. Finalement, toute l'attention pour nous était là. On construit des images sans avoir la prétention de reconstruire les images de fiction disparues, au moins utiliser les moyens du cinéma pour soulever l'imagination du spectateur, pour l'amener à voir au-delà de la destruction matérielle des films, et donner à voir en fait ces images perdues. Et donc on pensait que c'était, oui, effectivement les outils du cinéma, donc la fiction, donc la mise en scène, donc les mouvements de caméra, la musique, enfin tous ces outils-là qui vont permettre à un moment à l'esprit du spectateur de voyager et de voir les images. Donc il n'y a pas de plus beau compliment qu'on reçoit après le film que des gens qui nous ont dit vous nous avez rien montré, mais on a tout vu, on a vu les images, et c'est vraiment ça. Donc c'était comment donner à voir, et il fallait faire preuve d'imagination. Donc c'est ça qui nous a travaillé tous les jours. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait dans un lieu, notamment les vieux cinémas qui ressemblent plus du tout à des vieux cinémas parce qu'ils sont devenus des karaokés, des restaurants, des salles de billard, et nous on devait se forcer, et donc avec ce truc presque un peu avec les présences fantomales des films, pendant ce qu'on parlait de résurrection, d'esprit et tout, on se disait il faut nous forcer nous à voir l'ancien cinéma, et si on le voit, on va le filmer, et peut-être que les gens vont le voir aussi. Mais il fallait nous mettre dans la condition, dans des conditions où il y a un karaoké, mais là tout d'un coup je vois le cinéma, et je vois des choses. Donc il y avait un très fort rapport à la croyance aussi. Ce truc-là, après je sais pas dans quelle mesure les gens voient les signes ou pas, mais c'est dans cet écart-là que le film vient, et que l'imagination du spectateur vient s'engouffrer. Mais quand je vois par exemple des hôtesses de karaoké qui sont là, très belles, glamour, à accompagner les clients dans un karaoké, il y a quelque chose de très triste. Et en même temps, de façon romantique, je vois les anciennes actrices de cinéma qui avaient l'habitude de peupler aussi ces cinémas sur les écrans et qui ont disparu. Et donc c'est pour moi une façon, qu'ont les choses de façon un peu cachée de survivre. D'influence à la conception du film, ça a été le film de Jazz Anka, pas celui de Wang Bing, mais celui de Jazz Anka. J'avais vu 24 City à Cannes. Et à l'époque, j'avoue qu'on m'aurait dit tu vas faire un documentaire avec des interviews filmées. Avec caméra posée sur pied, j'aurais dit ouais, ça m'a l'air un peu académique. Et tout d'un coup je vois 24 City, je prends une grosse claque et je lis Jazz Anka qui
qui disait qu'il sentait qu'il avait fait un peu le tour de ces films post-antonioniens, modernes, sur des héros qui marchent, l'errance, voilà, l'errance muette. Et il disait, je me demande si être moderne aujourd'hui, c'est pas juste voilà, revenir à cette fonction simple du cinéma qui est enregistrer la parole des gens et enregistrer ce qu'ils ont à nous dire dans le plus simple dispositif. Moi, ça m'avait terrassé de pertinence à l'époque et j'avais déjà l'idée du film. Je me dis, bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas que ça parce qu'il y avait ce truc d'imagination en fait. Et bon, moi, je pense qu'il y a énormément d'imagination qui se passe quand il y a juste un récit oral. Et c'est aussi ça que raconte le film. C'est comment juste par le récit, la mémoire de quelqu'un et ensuite qui se transforme en un récit du film disparu, le film survit. Mais très vite, il nous a paru qu'on voulait accompagner, ou en tout cas laisser de la place en fait à ces récits, d'être digérés par le spectateur, et donc de ne pas noyer le spectateur dans juste une suite de récits, mais d'intercaler des espaces où c'est presque comme du montage pour moi en fait. Ça veut dire qu'il y a le récit et puis il y a le moment où les images prennent forme. C'est peut-être pas forcément dans le moment du récit, mais le moment juste après. Et du coup, il fallait ménager un moment juste après, où par le biais de la mise en scène, on puisse aussi aider ces images à prendre forme. Et donc voilà, très vite ça a été les deux en fait qui étaient liés. C'était pas là au départ, même si c'était évident de toute façon que ce serait là, et c'était ensuite en parlant beaucoup avec... par exemple, je dirais par exemple que le fait qu'on passe presque une demi-heure du film à finalement presque oublier le cinéma et être dans le récit plus classique de personnes qui ont vécu les Khmers rouges, ça c'était pas du tout dans le scénario. Et c'était qu'à un moment, quand on parle du cinéma et qu'on leur parle du cinéma, c'est un moment forcément ça advient, puisque si aujourd'hui ils sont plus des réalisateurs ou des acteurs, s'ils n'ont plus leur film, c'est à cause de ça. Donc il fallait à un moment, même si c'est pas tant de la réticence, mais que c'était que j'avais pas prévu que ça se passe comme ça, et à un moment il fallait juste admettre que non, il fallait y aller en fait. Et c'est pour ça que le film à un moment va dans cette direction-là, qui n'était pas forcément celle, pas la sienne au début, parce qu'il faut juste, enfin voilà, c'était là où il fallait aller. Et en fait, je dirais que, mais même après, pendant qu'on tournait et tout, toute l'histoire, tout le régime Khmer rouge est vraiment en filigrane, toujours disons en arrière-fond du film. Mais j'ai pas tellement pensé le film sur comment raconter aussi la destruction du cinéma, mais plutôt que comment le cinéma a résisté à cette destruction en fait, donc dans l'autre sens. Et comment, et c'est peut-être un peu romantique aussi, mais comment, et je trouve que c'est exprimé par quelques personnes dans le film, comment le cinéma, la culture populaire en général et peut-être le cinéma en particulier, est cette chose dont la force sur l'imaginaire des gens qui ont aimé les films, qui sont déplacés et qui ont ressenti des choses dans les films, comment ce sentiment-là il est indestructible. Et donc comment le cinéma a résisté à cette destruction volontaire. Et quand l'un des cinéphiles fait l'aveu vers la fin du film et qui dit qu'après les Khmers, absolument, il a oublié le visage de ses parents mais pas celui des acteurs, donc c'était absolument bouleversant d'entendre ça, mais ça dit tellement tout aussi de la je sais pas comment dire, de la force de persistance rétinienne du cinéma, de comment ça nous transporte, comment ça survit, comment ça reste éternel en nous. Et là aussi un peu romantique, mais comment le cinéaste Libonim raconte comment ils ont résisté à ne pas fermer les cinémas, et ça paraît un peu fou, ça me paraît presque, ça ressemble à... Ça fait penser à Inglourious Bastard de Tarantino, avec ce truc Paris fou que le cinéma est plus fort et peut tuer Hitler. Et là, il est là, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais il est là et il arrive vers les autorités cambodgiennes et il dit, parce qu'à l'époque donc les autorités voulaient fermer les cinémas parce que les Khmers rouges qui étaient aux portes de Phnom Penh ciblaient, donc arrivaient incognito déguisés en soldats et ils balançaient des grenades dans les cinémas parce qu'il y avait beaucoup de gens et en plus c'était un lieu de divertissement et donc c'était vraiment le mal pour eux. Et donc les cinémas étaient ciblés, donc les gens savaient que c'était un peu dangereux d'aller au cinéma, quand bien même pas mal de gens continuaient à y aller parce que c'était la seule source de distraction, ce qui montre là encore bien la place du cinéma à cette époque-là pour ces gens. Et qu'est-ce que je voulais dire, et le cinéaste va voir les autorités en disant ne fermez pas les cinémas, si vous fermez les cinémas c'est acter notre défaite, et garder les cinémas ouverts c'est montrer qu'on résiste, qu'on continue, qu'on vit encore. Et là c'est très romantique comme geste, c'est peut-être un peu illusoire, mais j'ai trouvé ça extrêmement beau sur ce que tu disais. Voilà, la capacité de résistance du cinéma par rapport à ces choses-là. On l'a montré, c'était en décembre 2011, dans le cadre du Cambodia International Film Festival, qui était, donc c'était la deuxième édition, et c'est un festival qui vient d'être lancé par la commission du film cambodgien. Donc le film a été montré là-bas, et c'était vraiment... Alors moi j'avoue que je stressais vachement,
parce que le film avait déjà été montré en France, en Corée, ça avait bien marché, les critiques étaient bonnes, mais montrer le film au Cambodge, ça n'a absolument rien à voir. Le montrer à des gens qui connaissent absolument tous les films dont on va parler, qui connaissent les acteurs, qui ont du coup une attente précise, qui j'imagine aussi voulaient voir les films plus que ce qui est montré dans Le Sommeil d'Or, et ça s'est extrêmement bien passé, vraiment. Pour moi c'était la plus belle projection jusqu'ici, et j'imagine pour toujours, parce que la salle était absolument bondée, il y avait environ 400 personnes, des jeunes, des vieux, des Cambodgiens, des étrangers, parce qu'il y a aussi une grosse communauté d'étrangers à Phnom Penh. Tous les personnages principaux étaient présents évidemment, ils voyaient le film, j'avais déjà filé le film avant pour qu'ils se fassent quand même une idée, qu'ils ne le découvrent pas en même temps que tout le monde, mais ils étaient là, et ils ont reçu une standing ovation de la part du public, très très chaleureuse à la fin, donc il y avait beaucoup d'émotions, et surtout en fait ils ont été plus réactifs que n'importe quelle autre salle. Évidemment ils connaissaient l'histoire et tout ça, mais je pensais pas que ça allait réagir de cette façon là, et donc en fait ils ont applaudi à plein de reprises pendant la projection, ils ont chanté, ils chantaient un peu quand il y avait les chansons qu'ils connaissaient et tout, donc il y avait un truc de pure reconnaissance, de réaction et tout, c'était une fête en fait, et c'était vraiment très spécial. Ouais. C'est chouette. J'aimerais bien qu'il passe un peu plus souvent, parce que jusqu'ici on l'a passé que 3 fois en fait, et on l'a pas passé encore en province. Moi j'habite à Paris, donc c'est pas des choses faciles à organiser, mais on va voir justement avec la commission du film cambodgien si on pourrait pas essayer de l'exploiter dans un cinéma à Phnom Penh, et voilà, de le montrer une fois par jour dans une salle. Il y a très peu de films qui sont produits encore chaque année. Je dirais il y a il y a moins de 5 films qui sont produits pour le cinéma. Il y a très peu de salles de cinéma, il n'y a pas d'école de cinéma non plus. Très peu de réalisateurs. Donc dit comme ça a l'air assez tragique, mais moi depuis que j'ai la chance d'y avoir été, d'avoir rencontré des gens et tout, je suis plutôt confiant. Il y a plein de choses à faire, mais je vois aussi qu'il y a plein de gens qui veulent faire des choses, plein de projets qui se font, d'initiatives qui naissent, et notamment, donc j'ai parlé plusieurs fois de la commission du film cambodgien. C'est un organisme qui a été créé sous l'initiative de Ritipan en 2009, dont l'objectif est d'attirer des tournages étrangers, enfin internationaux, à venir tourner au Cambodge. Et du coup, des techniciens cambodgiens peuvent venir sur les tournages, se former et voir quel est le niveau justement international d'un tournage. Et en même temps, ils font de la formation, donc ils forment des techniciens. Ritipan a lui-même fait un atelier pour former des jeunes réalisateurs de documentaires. Cet atelier a révélé des jeunes auteurs qui aujourd'hui font leur premier long métrage documentaire au Cambodge. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent. Donc évidemment, moi je pense que le pays ne pourra pas se sortir sans aide publique. Ça veut dire aussi une politique, un moment culturel, et voilà, et notamment la création d'une école de cinéma ou des choses comme ça. Mais les choses avancent petit à petit. Et moi, ce qui me rend aussi confiance, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes que je rencontre qui me disent qu'ils veulent faire des films, qui sont excités à l'idée d'y aller. Et donc voilà, donc il y a ces énergies-là qui sont là. Donc moi, je pense que ça va marcher. Après, il y a un évident manque et de compétences techniques, d'éducation, mais aussi de moyens. Et donc aujourd'hui, moi, je pense qu'on va voir de plus en plus de documentaires, en fait. En plus, avec cette tradition qu'a créé Ritipan là-bas avec ses films et ensuite avec son enseignement. Donc on va avoir de plus en plus de documentaires cambodgiens, et puis pour la fiction ça prendra un peu plus de temps, mais je pense qu'on va y arriver. Ouais.